Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de... Alors, monsieur le secrétaire général, le docteur Rodrigue Mwamba, et très cher Rodrigue, merci beaucoup Eugène, d'avoir pris ta matinée pour ce petit exercice. C'est un plaisir. Que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble du peuple congolais. Mais avant toute chose, je voudrais dire que nous avons décidé de faire la présentation devant les hommes de presse que vous êtes de cet ouvrage aujourd'hui, pas de manière naïve. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous considérons qu'aujourd'hui, comme hier, peut-être même encore plus aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de cohésion et de cohérence. Derrière son président de la République, qui, dans les circonstances particulières que traverse notre pays, se trouve être le commandant suprême de notre armée. Une armée en guerre contre le Rwanda et ses supplétifs. Une armée composée de jeunes gens comme vous, comme moi, qui, depuis plusieurs années aujourd'hui, tombent sur le champ d'honneur pour que nous retrouvions notre intégrité, donc notre dignité comme nation. Donc avant que d'aller plus loin, moi je souhaiterais qu'on observe quelques instants de réflexion intérieure pour rendre un hommage à tous ces militaires congolais qui, pendant que nous parlons, se battent pour notre dignité, pour notre intégrité. Donc, prenons quelques instants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous sommes réunis ce matin dans le cadre de ce que moi je voudrais être un échange interactif avec la presse congolaise sur un essai que j'ai rédigé et qui a été mis sous presse en février 2024. Mais évidemment, je n'avais pas souhaité le faire sortir à ce moment-là, et j'attendais le moment propice pour le faire. C'est un essai qui, dans la tradition des essais, prend un sujet, l'aborde sans être exhaustif, et présente en fait une vision, une thèse. Et ici, la problématique, pour moi, en tant qu'acteur politique congolais, ça a été de m'interroger sur les bénéfices de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo au regard du modèle de gouvernance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'ouvrir ainsi les perspectives de réflexion pour comprendre est-ce que nous avons des raisons d'espérer et à quelles conditions, effectivement, partant de ce modèle de gouvernance, nous pouvons espérer que notre pays puisse prendre son élan, prendre son envol ensuite, et se mettre au diapason de ce qui est son destin naturel. Ça veut dire d'être une puissance économique, une locomotive de développement et un havre de prospérité pour chacun des Congolais. Pour aborder le sujet, alors nous avons, dans le cadre de cet essai, structuré la réflexion en 10 chapitres. Nous avons réfléchi dans un premier temps sur la question du comment ce pouvoir est arrivé entre les mains de Félix Tshisekedi, le contexte historique, la controverse même autour de la légalité, de la légitimité ou non de son élection à la tête du pays, la polémique qui a pollué le débat à l'entame de son mandat et qui nous a fait perdre de par l'opposition extérieure, ça veut dire le Lamouka, et de l'opposition intérieure, ça veut dire le conflit permanent FCC-Cash. Regardant toutes ces contradictions de départ, nous avons voulu
disséquer la problématique de l'entame du mandat pour sortir une vérité qui n'est que subjective. Ce sont mes arguments et ma conviction. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2018. Je l'explique dans les 2 premiers chapitres. J'explique pourquoi cette controverse de départ a handicapé, si vous voulez, l'efficacité les 2 premières années de l'alternance démocratique. Ensuite, j'aborde dans le 3e chapitre ce que j'ai pu percevoir comme changement dans la gestion de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que j'écris est le résultat d'une expérience. Ayant été un des membres du premier gouvernement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'accord FCC4, je parle ici du gouvernement Ilunkamba, j'ai été aussi ministre dans le gouvernement de Matata 2 et de Matata 3, donc à l'époque du président Kabila. Je pense avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir comparer, et c'est pour ça que dans ce 3e chapitre, j'aborde la question du changement de la gestion de l'État. Comment ça se passait avant et quelle est sa méthode en réalité à lui, le président de la République. J'ai voulu également entrer de plein pied dans la polémique de cette manière de gouverner. Et ça, c'est au niveau du chapitre 4, dans le cadre du changement de l'institution président de la République. Je parle du président à visage humain, un choix, un modèle de gouvernance fait de proximité, fête de ses présences dans les mariages, dans les fêtes, dans les deuils. Je voulais montrer que c'était un choix de gouvernance qui n'était pas en contradiction avec la gravité que requiert le statesmanship d'une fonction comme celle du président, et qu'il était possible d'être très haut, là où on est président, et de rester humain. C'est le choix que le président de la République a fait, et j'analyse cela, et je montre dans quelle mesure cela peut être également un mode de gouvernance empreinte d'efficacité. Dans le 5e chapitre, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, jusqu'au 10e, j'aborde des thématiques particulières autour des changements que j'ai pu observer à l'épreuve du pouvoir. Chapitre 6, je parle du virage diplomatique. Le chapitre suivant, j'analyse la diplomatie de la guerre et la problématique sécuritaire à l'est de la RDC. Au chapitre 7, la question sociale et économique, les changements, et ainsi de suite. Le chapitre 8, le changement à l'épreuve du pouvoir. Bien sûr, ici, j'aborde la question politique et institutionnelle. Et le chapitre 9 et le chapitre 10 sont le cœur de notre approche. Nous n'avons pas voulu faire de cet ouvrage une simple apologie du président de la République. Nous avons voulu en faire un élément de communication et de réflexion sur les potentialités qu'offre ce modèle de gouvernance, les perspectives donc qu'elles peuvent engendrer pour la République démocratique du Congo, mais nous intégrons également les limites et ce qu'il faut faire pour enjamber ces limites, sans lesquelles le président de la République, bien qu'ayant dans son modèle de gouvernance un potentiel, n'arrivera pas à entrer au panthéon de l'histoire. J'intègre dans ce nouveau modèle de gouvernance la question fondamentale de l'implication forte des gens de notre génération, qui sont aujourd'hui au pouvoir avec le président Félix Tshisekedi. Je dis, notre génération a pris le pouvoir, elle a les manettes du pouvoir, elle a un accès et un accompagnement du président de la République, et il nous appartient de savoir comment est-ce que ce passage de relais qu'il fait, parce qu'en réalité, le président de la République, dans son modèle de gouvernance, si vous êtes de fins analyses, vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. C'est un fait marquant du système de gouvernance du président Tshisekedi, c'est de se mettre en rempart avec la toute-puissance de l'État,
contre les pressions politiques pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération politique. Ils sont en fonction, ils sont comptables de la réussite à venir ou des échecs possibles du président de la République. Ils sont au sommet des partis politiques, ils sont ministres d'État, ils sont premiers ministres, chefs d'institution. C'est une nouvelle génération politique. Ils portent au-delà des impératifs habituels du poids politique. Regardez ceux qui occupent les plus hautes fonctions de la République. À quelques exceptions près, que vous preniez la présidence du Sénat, que vous preniez la composition du gouvernement, en termes de postes régaliens, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère des Finances. Hier, on parlait d'un Premier ministre de 43 ans. Les chefs de partis qui ont moins de 40 ans et des partis qui ont pignon sur eux, des partis autour du président de la République, des nouveaux groupes politiques. Donc c'est un modèle de gouvernance qui montre qu'il y a cette volonté du chef de l'État d'être le passeur de génération. Maintenant, notre génération, et c'est ce que je dis dans ce livre, comme propos conclusif, doit être soit à la hauteur, parce que nous qui ne sommes pas à la table de la gestion, nous n'aurons plus de discours si eux, ils échouent. Parce que nous étions tous ensemble à critiquer, nous étions tous ensemble à rêver d'un grand Congo, et maintenant, la génération qui est la nôtre a la possibilité de faire ses preuves, de doter la République démocratique du Congo d'un État fort, respectable, qui assure la prospérité et la sécurité de ses enfants. Et le président de la République porte, c'est comme ça que moi je l'ai perçu, cette vision-là. Et cette vision, nous devons l'encourager. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons donc écrit ce livre qui s'adresse à tous ceux qui voudraient s'instruire du modèle de gouvernance du président de la République et de ce qui s'est fait dans ce pays et de ce qui s'offre comme perspective. Merci beaucoup. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Eugène Kandolo pour sa critique. Merci. Merci beaucoup au modérateur des séances pour la parole. Je commence par féliciter Germain Kambinga pour cette contribution qu'il apporte au débat républicain dans notre pays. Pas qu'un livre, mais il a une suite de livres. Tout à l'heure, il venait de me donner l'exemplaire du nouveau. Alors, la première question qui m'était venue à l'esprit quand il m'a contacté pour faire une critique, je me suis demandé pourquoi moi. Et puis, qui suis-je? Est-ce que je suis légitime? Alors, ça fait quand même quelques années qu'on s'est très rapprochés. On a échangé sur un certain nombre de questions qui touchent à la gestion de la République. Et je me suis dit que sûrement il pense que j'ai quelque chose d'important. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ce 6 ans d'expérience dans l'accompagnement de politique au travers de la National Democratic Institute, NDI, où j'ai travaillé notamment comme chargé de réflexion prospective sur le processus électoral en RDC. J'ai formé des ligues de femmes et des ligues de jeunes des partis politiques de 16 partis dans la configuration du régime passé. 8 de l'opposition, 8 de la majorité. On a accompagné plusieurs jeunes dans ce sens. Je suis expert en communication, mais par ailleurs, je suis dans la littérature avec 5 livres aujourd'hui et éditeur. Et à ce titre, je me suis estimé assez légitime pour aborder cette question avec beaucoup d'acuité. Alors, des coutumes, quand on fait la critique littéraire, il y a plusieurs aspects qu'on prend. On commence par se demander pourquoi la couverture est ainsi. Je vais placer un mot et puis après je vais faire la lecture de ce qu'a été le regard critique que j'avais fait sur l'ouvrage avant même sa sortie, parce que j'ai eu le privilège de lire le manuscrit de la dernière mouture. Alors, premièrement, comme vous le voyez, c'est un livre, il est intitulé « Pour un Congo retrouvé, continuons le changement ». Ça veut dire que ce n'est pas, l'auteur veut nous appeler tous. Il veut nous appeler tous à quelque chose. Continuons. Donc, il appelle tout le monde. Il ne veut pas que le changement soit l'apanage d'une seule personne ou d'une entité, mais il veut que tout le monde contribue. Déjà, il y a l'apostrophe que l'auteur fait. Et à part ce titre, il place le visage de quelqu'un. Et il ne dit rien sur la personne.
Et cette personne se trouve être le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sémiotiquement parlant, ça veut dire qu'il veut nous amener à comprendre que ce visage incarne le changement dont il nous appelle à tous nous approprier pour la continuation. Donc, ça, je tenais à le dire d'emblée. Et sans plus tarder, je vais carrément entrer dans ma lecture. Vous serez assez indulgent avec moi parce que sur les téléphones que je vais faire ça, je n'ai pas eu le temps d'imprimer. Donc voilà, on va faire la lecture du mot à mot. Regard critique du livre. En acceptant de me livrer à cet exercice de lecture critique de cet essai de Germain Kambinga, qui aborde une question aussi délicate que celle de défendre le bilan du président Félix Tshisekedi et de le présenter comme menu du changement substantiel pour le bien-être de tous. Dans un registre où ce bilan divise, l'on se met d'accord que d'un point de vue d'un expert que je cite, le prof Okomba, tout point de vue est une vue à partir d'un point, dans un environnement où il y a plusieurs points. Et donc, il est normal que Germain Kambinga puisse avoir son point de vue sur cette question. Ceci implique le regard que l'on a sur un fait, l'opinion que l'on se développe sur le même fait, sont tributaires de nos substrats culturels, structurels, idéologiques, personnels. L'auteur ici est un acteur politique, comme on le sait, ayant un bagage idéologique, culturel, et jouissant par ailleurs d'une conviction politique, mais qui s'habille des lunettes de l'objectivité scientifique et républicaine pour observer et partager son jugement de la scène politique à laquelle lui-même appartient. D'emblée, on le croirait illégitime car jugé parti, mais l'on se rend compte que la pensée politique est forgée par une réflexion politique et cette dernière est portée par les acteurs politiques qui, en plus de faire partie du jeu politique, ont le devoir d'évaluer l'environnement de ces jeux au regard des enjeux en présence. Dans cette optique, il s'agit d'observer un observateur-acteur et de percer en filigrane les subtilités de son regard subjectif à la loupe de l'objectivité de la pensée républicaine. À l'instar de l'audace d'assumer ses idées qu'il a toujours caractérisées, l'auteur, sans peur d'être minorisé dans une arène politique où l'absence des analyses approfondies semble une règle, il s'adonne allègrement à cet exercice avant-gardiste. Quand on sait que les opinions sont soumises à une bipolarité extrémiste imprimée par la wengetisation de tout et de tous, au point de vue, d'une part, toute logique d'appréciation est estampillée Dialelo. Et d'autre part, toute réprobation est alignée du domaine de la haine ou de la frustration. Toute critique étant reléguée à une attaque méchante dans son sens péjoratif, où le mot en RDC rime avec regard négatif et méchant, pas de juste milieu, pas de pensée indépendante, on se forge à la robotisation d'une pensée binaire, tel un langage informatique codifié, soit au néo-warrior ou gaulois, soit point de suspension. J'estime donc le risque pris par l'auteur d'oser assumer ce qu'il pense avoir vu, saisi ou compris dans la réélection du président de la République au travers l'engouement tant de la population que de ses pairs chefs de l'État lors de son investiture. Ce livre, excusez-moi, le mot de passe entre quand il veut. Voilà, je disais, ce livre voilà. Ce livre est un débat ouvert sur l'approche de gouvernance en RDC à l'ère de Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le reflet du bien de son premier quinquennat pour une projection vers l'avenir. Je disais le reflet du bilan de son premier quinquennat pour une projection vers l'avenir. Il serait donc un bas sentiment de considérer qu'il s'agit de façon simpliste
d'un banal appel du pied d'un ancien ministre qui chercherait un repositionnement. Son mérite est d'exposer le fruit d'une réflexion soutenue autour de ces questions difficiles, pourtant indispensables, que la lâcheté voudrait que l'on se taise pour éviter d'être indexé ou stigmatisé. Je salue le courage politique et la maturité forgée au fil de son expérience dont fait montre Germain Kambinga. De l'avis de l'essayiste, l'éloge du changement qu'il fait de bout en bout de cet ouvrage à travers 8 de 10 chapitres qu'il contient n'est pas à dissocier d'avec celui qui incarne ce dit changement. Comme je le disais, le visage qui incarne le changement qui est en titre. L'auteur dresse un portrait du personnage du président qui met en exergue le patriotisme et l'humanité telle une recette d'une présidence au visage humain qui justifie l'harmonie d'un peuple dont la proximité d'avec son dirigeant est un socle du pacte profond de gouvernance. Du premier chapitre sur le petit détour historique expliqué, Germain Kambinga fixe ou refixe l'opinion sur plusieurs épisodes du parcours de Fachi et tente de corriger une version erronée de son profil, malicieusement méprisé par de récits malveillants. Le reste est une balade analytique de la perception du changement impulsé dans plusieurs domaines et secteurs, notamment la gestion de l'État, la diplomatie, l'économie, mais aussi la place accordée à la femme et à la jeunesse dans cette matrice du changement que l'auteur appelle de tout son vœu à l'hymne de la continuité. In fine, c'est l'audace de proposition que fait l'auteur en perspective qui donne tout son sens à cet ouvrage, car ceci montre que l'auteur ne considère pas Fachi comme un magicien qui connaît tout et qui dispose de la baguette magique pour une transformation spectaculaire de notre mère patrie, mais un digne fils du pays qui sort du lot dans ce contexte particulier qui incarne le mieux nos espoirs dans cette dynamique du changement que tous les Congolais appellent de leur vœu. J'ai pris plaisir à la lecture de ce 170 pages et j'invite tout compatriote qui aime le pays à lire sans passion et à tirer profit du débat que l'auteur nous propose de façon décomplexée et républicaine, et car cela est une contribution substantielle, comme je l'ai dit en entame, qui exige une appropriation de tous, signé Eugène Kandolo, chercheur en communication politique et auteur à succès. Je vous remercie. Passer à l'étape de questions-réponses. Alors nous allons débuter avec les 5 premiers intervenants, s'il y en a déjà. Bonjour Monsieur, Excellence Monsieur l'ancien ministre. Monsieur Germain Kambinga, je n'ai pas lu les contenus de ces livres. Je m'appelle Monsieur Ouawa Joseph Junior, je représente Géopolis et Electionnet. Je voulais savoir, comme je n'ai pas lu l'intitulé, les contenus du livre, je vais comprendre sur le plan de l'opportunité de votre sortie, de la sortie de votre ouvrage, parce que vous prétendez avoir rédigé ça l'année dernière, et finalement c'est en 2024 que vous sortez. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que il y a des rumeurs sur un possible changement, remaniement du gouvernement, et c'est ça, en fonction de cela, en tant qu'acteur politique, que vous cherchez un repositionnement? Est-ce que ça, vous ne craignez pas que ça soit interprété comme tel dans l'opinion publique? Alors, merci beaucoup. Vous me donnez une information. Alors, comme ça, il y aurait un remaniement. Il y a des rumeurs, c'est pas des rumeurs. Ah, bah, vous me donnez une information. Non, disons que c'est précisément parce que moi j'ai voulu attendre que les institutions se mettent en place. Je vous ai dit qu'il est sorti sous presse en février 2024. Je crois que si vous avez reçu l'ouvrage, je pensais que tous les journalistes l'avaient déjà, vous verrez, Paris, février 2024. Je n'ai pas voulu le faire avant la sortie du gouvernement, parce que je ne voulais effectivement pas, comme l'a souligné Jeune, on est, malheureusement pour nous, dans une société qui consacre la défaite de la pensée et toute réflexion intellectuelle
et tout de suite ramener au bas des pâquerettes dans les caniveaux, et je voulais pas dévoyer ma réflexion. J'ai voulu faire cela à un moment où, de mon point de vue, le gouvernement serait installé, le président présiderait, le gouvernement serait en mode gouvernance, le Parlement en mode législatif, et qu'il n'y ait plus d'enjeu précisément pour laisser les gens la liberté de lire de façon claire et ainsi d'apporter ma contribution. C'est plutôt le contraire. Et vous m'informez que malheureusement pour moi, il semblerait que le gouvernement très jeune, il n'a que 6 mois, comment est-ce qu'il peut y avoir un remaniement après 6 mois? C'est pas possible, ça m'étonnerait de toute façon. Je pense qu'il faut au minimum un délai d'1 année à un gouvernement. 6 mois, ils sont là depuis la fin du mois de mai. Non, je ne pense pas que je ne sais pas tout de comment fonctionne le gouvernement actuellement, mais il me semble quand même assez prématuré. C'est pour ça que nous le faisons maintenant. Oui, il y a une raison, et je l'ai dit dès le départ, nous sommes en guerre. J'ai décidé de le faire aujourd'hui précisément parce que nous sommes plus que jamais en guerre, et qu'il faut, et c'est ma conviction, que l'ensemble du corps social fasse bloc derrière le président de la République, qui est le commandant suprême. Je vois une certaine opposition qui fait preuve de ce patriotisme à la carte, selon leurs intérêts, qui voudrait laisser penser qu'une guerre peut se gagner sans son commandant suprême, alors que la logique de toute armée, c'est une logique verticale. C'est le commandement incontestable. La République démocratique du Congo est une nation en guerre. Si le président de la République a eu 73%, peut-être plus de voix, c'est parce que ce peuple, moins instruit que nous, l'élite, a, comme le soulignait Montesquieu, démontré qu'il ne pouvait pas se tromper parce que précisément il n'était pas suffisamment instruit. Montesquieu le dit, j'aime les paysans parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits pour se tromper. Et ils nous ont montré qu'ils n'étaient peut-être pas aussi instruits que nous, mais qu'ils ne se trompaient pas. Qu'ils savaient que, comme dans nos villages, lorsqu'il y a une guerre, on se met en groupe derrière le chef qui dirige la guerre. Aujourd'hui, cet ouvrage est présenté à l'opinion à travers vous, les journalistes, pour éveiller la conscience solidaire et patriotique de chacun de nous. C'est d'abord ça la raison. Pour dire, moi, j'assume de mettre mes propres ambitions au tiroir, et je ne regarde, dans ce moment précis de l'histoire de notre pays, que la solidarité qui doit être la mienne vis-à-vis de notre armée, qui a un commandant suprême qui se trouve être président de la République. Et j'essaye de donner, à travers cet ouvrage, des raisons à l'opinion publique de faire confiance à l'homme qui nous dirige, parce que pour l'instant, on n'a pas d'alternative de toute façon. C'est lui qui doit nous faire gagner cette guerre. Nous devons nous mettre en ordre de bataille. C'est également une manière de galvaniser nos troupes, de leur dire qu'il n'y a pas dans ce pays que des politiciens qui veulent vous diviser. Il y a aussi dans ce pays des hommes qui peuvent ne pas avoir des besoins immédiats. Moi, je ne le fais pas, je n'aime pas quand j'aborde ce type de sujet, mais je suis désolé. Moi, j'ai organisé mon parcours politique pour que, au stade où je suis, 20 ans après, je ne sois pas sujet à un procès sur mon engagement politique qui se ferait pour des moyens de vivre. Non, moi je fais la politique pour des raisons de vivre. Et je me suis donné les moyens d'avoir cette liberté de faire la politique pour des raisons de vivre, pas pour des moyens de vivre. Je ne suis pas un ascète, je ne suis pas un stylite, un gymnosophiste, je ne suis pas un homme du renoncement. Donc je me suis organisé 20 ans durant pour que le moment venu, quand j'aurai atteint le stade de ma maturité politique, je sois à même d'assumer ma liberté. Donc rassurez-vous, je ne suis pas à la recherche d'un positionnement pour des moyens de vivre. Moi, je travaille pour des raisons de vivre. Et aujourd'hui, la raison de vivre de ma nation, la raison de survie de ma nation, me commande de dire au peuple congolais qu'il n'y a aucune nation en guerre qui s'organise pour sa division interne et qui affaiblit son commandant suprême. Aujourd'hui, nous sommes engagés sur le front du Massissi
Qui doit nous amener à la victoire? Est-ce qu'il y a une armée qui peut avancer sans qu'il y ait quelque part quelqu'un au niveau de l'Union africaine qui donne des ordres, qui fait des arbitrages sur des décisions stratégiques et essentielles? Non. Donc on ne peut pas se départir du soutien au président de la République dans une situation de guerre. Ce n'est pas une question périphérique, c'est une question centrale et de bon sens. Il n'y a aucune victoire dans l'histoire de l'humanité sans qu'il y ait de la force donnée ou d'accompagnement au commandant suprême. Si nos politiciens de l'opposition peuvent nous donner un seul exemple dans l'histoire du monde où ils ont vu une guerre être gagnée sans qu'il y ait un commandement vertical, nous sommes disposés à prendre les leçons en toute humilité. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire chaque Congolais doit apporter sa contribution à la cohésion nationale. Et il ne peut pas y avoir de cohésion nationale en temps de guerre si nous passons nos journées à affaiblir le commandement de l'armée. Et le commandement de l'armée, dans sa verticalité, commence au sommet par le président de la République. C'est le mandat que nous, peuple congolais, nous lui avons donné. Donc la sortie de ce livre aujourd'hui, c'est pour solidariser le peuple congolais derrière la chaîne de commandement militaire et au sommet, son commandant suprême. Voilà pourquoi ce livre, je le mets aujourd'hui à la disposition du public. Voilà la raison fondamentale. Et c'est important de le retenir. C'est important pourquoi? Je voudrais faire un petit détour historique. Vous vous souvenez que dans ce pays, après le 2 août de 1998, les Rwandais ont essayé de déstabiliser le régime du président Laurent Désiré Kabila. Ce régime n'avait qu'une année d'existence. Il héritait d'un territoire éclaté, d'institutions déliquescentes. Mais qu'est-ce qui sauve le Congo à ce moment-là d'une domination rwandaise? C'est le patriotisme de l'armée, dans sa vaillance et dans son courage, mais surtout du peuple congolais, solidaire derrière son chef. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner contre les Congolais. Ils sont arrivés à Massina. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré un peuple résolument derrière son chef, derrière l'intégrité de son territoire, qui était en lui-même, ce peuple, une armée. Mais pour arriver à cet état d'esprit, je ne vais pas demander, comme à l'époque de M. Kabila, une interdiction de fonctionnement des partis politiques. On ne peut plus le refaire. Quoique, on se demande, quand on voit certains discours face à la guerre, si on n'est pas un peu irresponsable, nous les politiciens. Nous, ce que nous voulons, c'est que cet état d'esprit revienne et habite les gens de notre génération et ceux qui viennent après nous. Que chaque militaire congolais ait la conviction qu'il ne met pas sa vie en danger pour rien. Et qu'à chacune de ces défaites, qu'il sache que derrière lui, ce militaire, il y a un peuple qui se mettra en rempart et qui donnera du sens à son sacrifice. C'est ce qui s'est passé en 98. C'est pour ça que les Rwandais n'ont pas pu le faire. Et pourtant, on n'avait quasiment plus d'armée à l'époque. Donc aujourd'hui, avec une armée, grâce à la programmation militaire qui est en train de se mettre en place, qui aura plus de 1 milliard de dollars par an, avec une économie qui semble prendre le sentier d'une croissance permanente. On parle aujourd'hui de plus de 3 millions de tonnes de cuivre exporté. On a un processus démocratique qui se met en place. On ne peut pas perdre cette guerre en réalité. Mais que chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est le sens de cet ouvrage. Merci beaucoup. Des révisions de la Constitution, quand vous parlez, continuons les changements. Autrement dit, assumons tout ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Et finalement, autrement dit aussi,
et encourageons certains articles de la Constitution. Est-ce que vous souscrivez à cette démarche et finalement c'est comme ça qu'on doit le comprendre? Ben, écoutez, moi je ne fais aucun suspense de cela. Je pense que ceux qui suivent mes points de vue savent très bien que ça fait 10 ans que je suis pour le changement de la Constitution. Pour moi, c'est pas de la provocation, c'est un point de vue tout à fait libre d'un citoyen congolais. Et si le président de la République pense également à l'expérience de la gestion du pays qui est la sienne, que pour aller plus loin, il faut amorcer une réforme constitutionnelle, il a tout notre appui et il aura. Et nous allons nous battre pour imposer nos arguments parce que nous pensons que c'est un impératif pour le décollage de ce pays, revoir notre manière de nous organiser. Il n'y a pas de société qui puisse espérer prospérer s'il n'y a pas un système qui s'adapte à ses forces et à ses faiblesses. C'est ça une constitution. C'est quoi? C'est comment on s'organise entre nous. Et pourquoi on s'organise? C'est pour la prospérité, c'est pour notre sécurité. Il faut remettre les choses à leur état basique. Moi, j'assume cela. Je le dis, je suis pour l'avènement de la 4e République, pour autant que cela corresponde à une vision reformatrice à même de faire décoller notre pays. Notre constitution, elle est permissive, notre mentalité ne permet pas cela. Les Congolais, il faut de la sanction. Vous avez une caisse de péréquation qui ne fonctionne pas, vous avez fonctionné avec la Cour suprême jusqu'en 2011, vous avez fait le découpage des provinces à peine en 2015 ou 2016, si je ne m'abuse. Jusqu'aujourd'hui, les 40% de rétrocession en province, plutôt de ponction des ressources provinciales à la source, ne s'appliquent pas, et tellement d'autres énoncés constitutionnels qui sont faits sous le mode des principes généraux. Et ça ne marche pas avec notre façon de fonctionner. Moi, je veux une constitution qui ait un accent plus économique et qui intègre l'idée de l'efficacité gestionnaire comme la base du vivre en commun. Je veux une constitution qui garantisse que le Premier ministre, lorsqu'il ne respecte pas le financement du processus électoral à temps par une quotité annuelle de 1/5, si c'est un mandat de 5 ans, soit réputé démissionnaire de facto. Je veux que un ministre qui n'atteint pas la feuille de route qui lui a assignée soit dans l'incompétence constatée par la Constitution démissionnaire. Je veux que les gens maigrissent lorsqu'ils sont directeurs généraux et non pas qu'ils grossissent. Et pour ça, il faut un système qui s'adapte à ce que nous sommes. Et si nous n'arrivons pas à créer un système qui s'adapte à ce que nous sommes, et que nous sommes dans cette espèce de mimétisme intellectuel qui est une négation de la fierté africaine, je pense qu'on se trompe. Le combat ici, je vois les intellectuels congolais, certains même qui se font appeler professeurs, hein, qui disent des énormités. Je veux vous dire, par exemple, quand un intellectuel congolais qui se dit professeur d'université vient dire qu'on ne change pas une constitution, je suis quand même inquiet pour ce pays. Je veux dire, c'est un gars, il s'appelait professeur. Ça veut dire quoi, on ne change pas une constitution? Une constitution, c'est une opinion, en fait. Est-ce que vous savez qu'une constitution, ce n'est qu'une opinion figée dans le temps d'une partie de la société qui dit, à ce moment précis, nous pensons que les choses devraient fonctionner comme ça. Ce n'est pas un texte qui a une vocation transcendantale. La constitution, c'est une réalité émanente. C'est le reflet d'une société à un moment donné. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de constitution immuable. Toutes les constitutions sont soit changées, soit radicalement modifié. Prenez la Constitution des États-Unis. Il y a des dizaines et des dizaines d'amendements depuis le XVIIIe siècle. Mais vous croyez que la Constitution américaine, dans sa lecture d'aujourd'hui, a quelque chose à voir avec celle du XVIIIe siècle, à l'époque où l'esclavage existait encore, la ségrégation raciale et tout ça? Non, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi est-ce que peut-être qu'ils n'ont pas choisi l'option du changement numérique des républiques comme en France? Mais parce que, il ne faut pas oublier, par exemple, qu'aux États-Unis, chaque État a sa Constitution. Et qu'il y a des lois qui s'appliquent dans certains États et qui ne s'appliquent pas dans d'autres États. Donc, ils ont une exception constitutionnelle américaine qui n'existe nulle part au monde, mais qui est le reflet de la société qui est la leur. Donc c'est une
c'est une structure d'organisation en mouvement permanent. Et il y a même des mouvements qui s'amorcent avec l'arrivée de Donald Trump sur le comment les Américains s'organisent entre eux. La Belgique, n'en parlons pas, la France, on dit on ne peut pas changer de constitution. Mais je suis désolé, le général de Gaulle, il a changé la constitution en 1958. Il a encore changé, il a encore modifié ce qu'il avait changé 2-3 ans après pour le suffrage universel direct. Donc, je ne sais pas comment un intellectuel peut venir nous dire qu'un texte d'organisation sociale peut avoir une valeur immuable. Ce qui est immuable, c'est ce qui a un rapport avec le transcendant. C'est la Bible, c'est la Torah, c'est le Coran. Voilà, c'est parce qu'on dit que c'est les religions de révélation, c'est la parole de Dieu. Donc, à part ça, je ne sais pas comment je peux avoir de la considération pour un intellectuel borné qui, par aliénation idéologique, vient nous dire des inepties. S'agissant du cas spécifique du Congo, par exemple, moi, je suis pour un changement parce que je constate que la philosophie de la rédaction, je l'ai dit, ne correspond pas à ce que nous sommes et ne s'adapte pas à ce qui peut nous permettre d'avancer. Nous ne devons pas être dans la dichotomie historique entre la conception j'ai envie de dire latine, jacobine, d'inspiration Rousseau, l'homme il est bon, donc à partir de là, on peut avoir une direction forte de l'État verticale, ou l'autre conception qui est d'inspiration anglo-saxonne avec Montesquieu, Hobbes, John Locke, utilitariste aussi avec Jérémy Bentham, qui veut que ce soit simplement la force des contre-pouvoirs qui consacre, si vous voulez, l'efficacité gestionnaire d'un État. Moi, je pense que la solution n'est pas dans la première, n'est pas forcément dans la deuxième. Ce ne sont pas des panacées. La solution, elle est dans l'originalité. C'est comprendre la société, ce que vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et comment vous vous organisez. Je vais vous prendre des exemples très clairs. Le modèle japonais, c'est un modèle particulier qui ne s'applique nulle part au monde. C'est une démocratie qui a fait 50 ans d'existence d'un pouvoir détenu par la droite, mais c'est une démocratie qui a son modèle particulier de fonctionnement, une dose d'histoire. Bien sûr, il y a le macartisme qui est intervenu à la suite de la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas pu mettre cela au-dessus de la culture particulière japonaise, qui a une culture particulière, donc les textes s'adaptent à cette culture fondamentalement. Résultat, à peine 20 ans après, le Japon s'est redressé. Je peux aussi ici parler de Singapour. L'organisation de Singapour, qui est d'abord une organisation militaire à la base, la première constitution de développement de Singapour, c'est une constitution militaire. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est la singularité de leur approche qui a permis à Singapour aujourd'hui d'être ce que ce pays est en termes d'exemple de développement. La Corée du Sud, la même chose. Hong Kong, Taïwan, ce sont des organisations, ce sont des structures d'organisation qui n'épousent pas aveuglement le code d'organisation occidentale, mais qui s'adaptent à leur réalité. Résultat, ça marche. Ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, la société post-développement, qui est la société occidentale, a tendance à aller s'inspirer de ce qui se fait là-bas pour adapter son propre mode de fonctionnement. Donc oui, moi je suis pour le changement de la Constitution. Oui, en tant qu'intellectuel contemporain de 2025, j'affirme devant l'opinion nationale que notre Constitution ne permettra jamais en l'état à notre pays d'accéder au développement. Que ceux qui sont en train de vociférer ne disent pas la vérité. Ce qu'ils devraient dire au peuple congolais, c'est oui, une constitution, ça peut se changer. Et ça s'est souvent changé, et très souvent même dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, notre problème, ce qu'on se dit, si on change de constitution, on aura encore en face de nous Félix Tshisekedi, et on n'est pas sûr de pouvoir le battre si le peuple devait choisir. Qu'ils disent que c'est ça leur problème, mais qu'ils ne viennent pas mentir au peuple congolais en disant qu'on ne change pas une constitution. C'est une bêtise innommable, et je l'assume. Et j'appelle n'importe lequel de vos politiciens à m'apporter une contradiction intellectuelle sur ce sujet-là. Ça n'existe pas. Une constitution qu'on ne change pas, une constitution qu'on ne fait pas évoluer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a toujours un rapport de force dans la société entre ceux qui sont pour le changement ou ceux qui sont pour le conservatisme. C'est ça le débat constitutionnel. Et cette dispute, comme le disait Montaigne, est essentielle à l'harmonie dans la société.
c'est soit il y a cette grande dispute républicaine au sens de Montaigne, soit c'est la force des coups de poing. Et c'est ce que nous voulons éviter. Donc moi je suis sans complexe pour le changement de la Constitution, j'ai des arguments de fond et je défendrai cette position tant que j'aurai le soufflet de vie, parce que j'en ai la conviction. L'organisation actuelle de notre société est une organisation de privilèges, est une organisation de l'impunité, est une organisation lacunaire en termes de perspective de développement. Il faut changer cela. Bonjour à tous, bonjour à M. Jean-Marc Cambinet, bonjour à tous. Moi c'est M. Dan Ligagne, de télévision. J'ai deux questions. La première, les deux questions portent évidemment sur le changement constitutionnel. J'ai suivi M. Didier Boudémy, ministre du Sport, et au cadre du mot sacré, dit en termes du changement de la Constitution, si le peuple souhaite voir le chef de l'État continuer au-delà de ces deux mandats, il ne se posera aucun problème. C'est au peuple de décider. La question est de savoir est-ce que vous partagez ce point de vue-là, de dire, au terme du changement, si le peuple souhaite renouveler ou octroyer un nouveau mandat au chef de l'État, ça sera au peuple de décider dans sa souveraineté. Deuxième question, c'est en lien justement avec le changement dont vous prenez dans votre ouvrage. J'ai suivi également des acteurs politiques majeurs, tels que M. Bahati Lukwebo ou encore M. Martin Fayulu, que le Congo n'a pas de problème de texte, mais c'est plutôt les problèmes d'homme. À votre avis, où se trouve le problème? Est-ce un problème d'homme, un problème de texte, ou encore qu'est-ce qui dérange dans la façon de vivre de Congo aujourd'hui, dans la situation actuelle? Ce qu'il faudra changer. Merci. N'est pas souveraineté s'il y a des conditions qui l'accompagnent. La souveraineté, c'est un concept inconditionné. Et les doctrinaires, parce que les Congolais, ils aiment bien démontrer qu'ils ont une mémoire de cheval pour se dire intellectuels. Ils le savent très bien. Que d'ailleurs Heidegger, ceux qui sont un peu philosophes, Heidegger, c'est un grand penseur qui est d'ailleurs le mentor d'un autre penseur très connu dans le domaine des études du pouvoir, qui est Hannah Arendt, fait la distinction entre souveraineté et liberté et considère que la souveraineté a une plus grande profondeur en termes de généalogie, parce qu'elle intègre l'idée même du libre arbitre. La liberté sans souveraineté est possible, mais la souveraineté sans liberté n'est pas possible. Vous prenez 2005, on est libre d'aller dire oui ou non à la Constitution, mais on est conditionné par un environnement politique qui aliène notre souveraineté. Premièrement, le texte est une émanation de l'extérieur, à travers des forces politiques intérieures stipendiées à cet effet. C'est ça l'histoire de notre pays, le RCD par le Rwanda, le MLC par l'Ouganda, la partie gouvernementale qui est le cheval de Troie d'une communauté internationale qui veut reprendre la main sur le Congo. C'est tout cela qui fait sortir notre constitution en termes de texte. Le constituant dérivé de l'époque n'a aucune légitimité. Ce sont ces groupes-là qui constituent l'Assemblée nationale et qui mettent des commissions en place. Ensuite, le constituant originel qu'est le peuple est conditionné. En fait, on lui dit, écoutez, vous n'avez pas trop le choix. C'est ça qui va permettre au pays de se remettre sur le rail. Donc il y a une espèce de liberté, j'ai presque envie de dire, conditionnelle qui est accordée au peuple. Donc il y a une liberté, mais il n'y a pas de souveraineté. C'est ça la thèse d'Heidegger. Donc quand vous dites que le changement de la Constitution peut avoir pour effet en réalité, et je l'ai dit, c'est ça la crainte d'une certaine opposition, et je vois pas pourquoi ils craindraient cela, pourquoi ils craignent un adversaire plutôt qu'un autre, puisqu'en définitive, le seul juge, c'est le peuple congolais. Moi, j'ai une confiance absolue au peuple congolais. Vous savez, en 2018, j'étais membre de la conférence des présidents, et j'étais dans l'équipe de campagne parmi le petit groupe vraiment stratégique autour du président Kabila pour la réélection du dauphin, celui qu'on appelait Emmanuel Ramazani Shadari. Et si vous vous remettez dans le contexte de l'histoire, personne n'aurait parié
100 francs sur le changement de régime. Si on vous avait dit, en 2018, mettez vos économies, pariez sur la victoire de l'opposition, vous ne l'auriez pas fait. Parce qu'on était tous convaincus, effectivement, parce que c'est toujours comme ça, que le pouvoir va continuer. Chadari sera président. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu que vous pouvez avoir l'armée, les services de renseignement, vous pouvez avoir la magistrature, vous pouvez tout avoir. Mais lorsque le peuple ne veut pas, il ne veut pas. C'est très compliqué d'aller au-delà de la volonté du peuple. C'est ce qui s'est passé dans ce pays en 2018. On a déjà vu un pouvoir installé perdre le pouvoir. Parce que le peuple s'était majoritairement et radicalement mobilisé pour le changement. Donc on peut changer de constitution si le peuple ne veut plus du président Tshisekedi. Premier élément, le président Tshisekedi ne sera plus président. Si vous êtes opposant et que le peuple vous soutient, ne cherchez pas des élections par défaut, cherchez des élections par adhésion à votre vision. Vous gagnerez. Par ailleurs, moi je pense qu'il y a quand même une question qui se pose s'agissant de ce sujet-là et à laquelle ni vous ni moi n'avons de réponse. Qui vous a dit que le président Tshisekedi a envie de se représenter en 2028? Au moment où nous parlons, soit vous faites des procès d'intention, soit vous laissez l'histoire se dérouler, et vous vous battez alors, dans ce cas, pour que le processus électoral à venir, quel qu'il soit différent de ceux qui se sont déroulés avant, en 2006, 2011, 2018 et 2023, pour avoir un processus qui garantisse avec encore plus de certitude la stricte symétrie entre les suffrages exprimés par le peuple et les résultats qui sont proclamés. Parce que le véritable enjeu, il est là. C'est de se dire, est-ce que la réforme constitutionnelle envisagée peut être un moyen qui garantirait ou qui nous garantirait un processus électoral encore plus transparent. Et qu'effectivement, moi, monsieur le grand opposant, qui pense avoir la majorité des Congolais du centre, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest avec moi, j'aurai la garantie d'être le prochain président élu de la République démocratique du Congo. Voilà la question de fond. Mais prenez le statu quo. C'est en fait faire la politique de l'autruche. Parce que, en l'état actuel, de toute façon, de notre architecture institutionnelle, constitutionnelle et textuelle, l'opposition ne peut pas gagner une élection. Parce que la prochaine CENI, si on s'en tient au texte en vigueur, sera, au regard du nombre d'élus à l'Assemblée nationale et au Sénat, composée plus que hier de manière déséquilibrée. On a plus de 450 députés issus d'un seul camp politique. Et les textes actuels sont clairs. C'est eux qui doivent composer la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire en gros qu'ils vont envoyer des candidats qu'on dira sur le papier indépendants, mais qui en réalité sont choisis parmi les plus fidèles des présidents des groupes majoritaires de la majorité présidentielle. Ils vont en fait en mission. C'est pour ça qu'on a ce procès permanent de la préélection qui rend du dénigrement des leaders de la Commission électorale nationale indépendante. Einstein dit, la folie, c'est répéter les mêmes erreurs et penser obtenir des résultats différents. Pourquoi vous voulez répéter les mêmes erreurs alors que vous savez que dans le cas d'un statu quo, le résultat est connu. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Le résultat est connu. Donc la seule alternative pour l'opposition, c'est de prôner comme nous le changement et de veiller à ce que les textes à venir soient des textes qui ne s'inspirent pas de l'ordre politique ou de l'intérêt de l'ordre politique post-Sun City, qui était « nous avons pris le pouvoir par la force, nous voulons le garder
par une espèce de démocrature. Ça veut dire une démocratie de façade, mais qui en réalité a comme ressort la force. On place nos gens à la Commission électorale nationale indépendante. Ces gens nous doivent des fidélités et nous permettent de construire des féodalités politiques qui mettent en exploitation permanente les intérêts de la République. Donc si l'opposition veut gagner, elle doit se départir de cette faiblesse stratégique et se concentrer sur la poursuite de la proie. La proie, c'est le pouvoir. Et d'arrêter de suivre l'ombre. L'ombre, c'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Liberté. Et dans le temps de vos propos, une question ne cesse de tarauder ma conscience, d'autant plus que vous avez relevé que le régime actuel a donné l'opportunité à l'apparition de la nouvelle génération politique. Alors, je m'interroge. Fondez-vous sur quelle base, soit par quelles conditions pouvons-nous qualifier la nouvelle génération politique? D'autant plus que la nouvelle génération politique ne peut pas être aperçue sur base de l'âge, moins encore sur base d'une période bien déterminée soit diversifiée. Alors, je suis en train de m'interroger si vous fondez sur base de quels critères d'une nouvelle génération politique. Merci. Oui, merci beaucoup. Bah, écoutez, c'est très simple. On ne va pas faire beaucoup de philosophie sur la question de génération politique. Nous voyons bien que faire l'impasse sur l'âge, ce serait une coquetterie. La vérité, c'est qu'il y a des nouveaux visages très jeunes, hein, quand vous regardez le gouvernement. Vous vous rendez bien compte qu'effectivement, on a quand même affaire à des gens qui construisent leur expérience devant nous. Et ça, c'est un courage et c'est un choix du président de la République. On a eu dans ce pays l'habitude de structurer la gestion de l'État autour de ce qu'on appelait les vertébrés. C'était ça le terme, des vertébrés. Bah voilà, une génération politique, c'est de manière caricaturale, moi je le conçois comme l'audace de mettre en avant des gens qui pourraient a priori ne pas être considérés comme des vertébrés. Voilà, c'est eux qui constituent la ceinture qui accompagne le président de la République dans sa volonté de changer les choses. Et d'ailleurs, cette coupure paradigmatique que le président opère va se concrétiser, à mon avis, avec le changement de la Constitution. Je pense que ce changement de règles et la mise en avant de nouveaux acteurs, ça veut dire ceux qu'on n'a pas vus au premier rang depuis 30, 40 ans pour certains, va se concrétiser avec ce changement de la Constitution parce que c'est des nouvelles règles, c'est la mise en concurrence des anciennes chapelles politiques avec de nouvelles chapelles politiques. C'est tout cela qui constitue le mouvement interne que moi je perçois dans le changement. Moi, je suis dans ce pays comme vous depuis toujours, j'ai presque envie de dire, et on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes quand même, comme vous et moi, qui sont aux commandes. Et certains même qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont dans les entreprises publiques et tout ça. Vous avez des ministres à des postes hautement stratégiques qui n'ont pas 36 ans, qui n'ont pas 40 ans. Et ce n'est pas des cas isolés. Moi, quand je me suis retrouvé comme le Benjamin du gouvernement, à l'époque de M. Kabila, c'était un cas sur 1 million. Et j'étais le seul, j'ai presque envie de dire, vous voyez. Mais aujourd'hui, donc c'était anecdotique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique, une volonté de renouvellement. Et vous voyez même, dans cet encadrement personnel que le président de la République fait, il y a parfois des erreurs de ses ministres, de ses hauts responsables. Mais vous voyez que tel un formateur, tel quelqu'un qui a vraiment une volonté de préparer ces gens à prendre le relais, il arrondit les angles pour eux et il leur donne toujours une seconde, et peut-être même au-delà, une énième chance. C'est une formation qui ne se fait pas au détriment du présent, mais qui se fait au bénéfice de l'avenir. Le pays sera toujours dirigé par des hommes politiques. Et alors autant les avoir bien formés à l'exercice du pouvoir, en y intégrant la dimension éthique qui est celle des valeurs personnelles qu'on présente à la société, mais dans un cadre moral qui est la règle générale qui s'applique
à chacun de nous. Voilà pourquoi moi j'analyse positivement ce changement apporté par le président de la République dans la composition des équipes qui l'accompagnent, cette volonté de donner une chance aux initiatives jeunes, de les former, de les outiller. Vous savez, la gestion d'une nation, dans un cadre démocratique comme le nôtre, c'est une gestion du risque. Et si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez pas le résultat. Le président fait le choix du mouvement permanent et de l'audace, plutôt que du conservatisme. Attendons voir les résultats dans les années qui viennent, et nous tirons les conclusions. Merci. Je suis Blanc Confère et du journal La Prospérité. Honorable Jean-Luc Kaminga, j'ai suivi votre message de vœux. Je crois que c'était les premiers. Dans votre message, vous avez donné votre point de vue par rapport à la situation globale que traverse le pays. Vous avez formulé également des recommandations, notamment au chef de l'État. Par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est, vous avez demandé au président Félix Tshisekedi de convoquer ou d'organiser un cadre de réflexion qui va réunir notamment les généraux retraités afin que nous puissions trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l'Est. Dans ce même message, vous avez également préconisé les réformes gouvernementales pour l'amélioration de la gouvernance publique. Alors par rapport à la première mesure que vous avez préconisée, c'est-à-dire un cadre de réflexion, comment ça va se passer? Et par rapport à la réforme gouvernementale, qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que vous êtes là en train de plaider pour un remaniement ou comment? Merci. Alors j'aimerais que nos amis journalistes fassent très attention parce que dans le prolongement de l'ouvrage, les questions qui sont posées sont très importantes. Et d'ailleurs, ceux qu'ils posent comme question, parce que moi ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit d'une manière générale. Donc, alors ce sont des réponses aussi que je vais essayer de mettre à la hauteur de l'enjeu. Il y a deux qualités essentielles qu'il faut pouvoir mettre sur la table quand on regarde la question de la gestion d'un pays. Il y a l'expertise, et j'en parle dans cet ouvrage. L'expertise, Eugène est à côté de moi, en réalité, c'est savoir quoi faire dans un domaine particulier. C'est tout, c'est ça l'expertise. Vous êtes un journaliste, vous savez comment faire votre travail. L'expertise. Il faut de l'expertise. Mais il peut également, et il n'est jamais inutile, d'avoir de l'expérience. L'expérience, c'est savoir ce qu'il ne faut plus faire. En réalité, c'est ça l'expérience. Quand vous allez dans nos villages, pourquoi la parole du vieux, pas la parole du sage, elle est importante? Ce n'est pas tant savoir comment chasser qui définit le vieux chasseur qui ne chasse plus. C'est plutôt savoir ce qu'il ne faut pas faire pour faire fuir l'animal, parce que faire le piège, c'est une transmission régulière. Il va dire, je t'ai appris à faire le piège, mais attention, soki olingi kokanga simbiliki bachaka liboso te tamso bachaka na sima boye et balekaka mingi boye, mais la saison c'est ça l'expérience. L'expérience, ce n'est pas, on n'a pas l'expérience parce qu'on a tout bien fait. On a l'expérience parce qu'on a fait tellement d'erreurs qu'on peut aider les autres à en faire moins. Et parfois, dans des situations exceptionnelles, on peut avoir des gens qui ont à la fois l'expertise
et à la fois l'expérience. Mais en tout état de cause, c'est de ça dont un pays a besoin. Et lorsque moi je propose au chef de l'État, dans la situation particulière de la guerre à l'Est, de structurer un desk stratégique composé des anciens généraux de l'époque de Mobutu, de l'époque de Mzee Kabila, de l'époque de son prédécesseur, c'est parce que je pense qu'ils ont une expérience à mettre au service du pays. Alors d'aucuns inclineraient à se dire « Ah non, c'est des questions sécuritaires, est-ce que ces gens-là ne vont pas trahir le président ?» Alors moi je vais vous répondre par une boutade, je dis « Mais le président de la République fait confiance à des politiciens qui ont travaillé avec Mobutu, avec Kabila, et ceux-là, ils ne sont pas dangereux. » Est-ce qu'il y a plus dangereux qu'un politicien? Les militaires sont des gens assermentés. Vous savez, le général Etumba, Olenga, Baramoto et autres, c'est des gens... S'ils sont appelés par le chef de l'État, ils savent tout de suite que par la sensibilité de ce qu'ils ont abordé avec lui, ils reprennent leur serment de fidélité et de mise en danger, et de mise sur la balance de leur vie. C'est ça le serment militaire. C'est jusqu'au sacrifice suprême. Nous, on n'a pas ce serment, nous les politiciens. Je crois que si le serment des politiciens, c'était jusqu'au sacrifice suprême, il y aurait peut-être moins de politiciens, je crois, si faire la politique pouvait conduire à la mort. Mais aller à l'armée, on sait qu'on va peut-être laisser sa vie pour la nation. Donc si le président de la République peut faire confiance à des politiciens, c'est pour ça qu'il a fait l'union sacrée. Il a fait un appel. Moi je dis peut-être qu'il ne serait pas inutile, parce que la situation et la gravité de la situation l'exigent, qu'au-delà de la qualité et de l'expertise de ceux qui sont au commandement militaire actuellement, au commandement opérationnel, qu'il y ait ce desk d'expérience. Vous savez, un Baramoto, il peut peut-être dire au président, Mokonzi, ouais, bien, mais webina 1900 tel to salaka boye et salaka boye, ça sert à rien tomber tango. Vous comprenez? C'est ça l'expérience. Un Didier Etumba peut dire, Monsieur le Président, je crois qu'en 2013, quand j'ai abordé cette question en tant que chef d'état-major général, voilà les limites que j'ai rencontrées. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est pas possible. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ça. Des compétences de cette qualité à la maison pendant que la nation est en péril. Même aux États-Unis, on fait le rappel des troupes. En Israël, n'en parlons pas. C'est pas possible. C'est une question de bon sens, ma proposition. C'est une question de bon sens. Nous sommes en danger. On ne peut pas se permettre des économies d'intelligence ou d'initiative. On a besoin de toutes les intelligences nationales, vivantes, qui peuvent nous aider à aller plus rapidement vers la victoire. Je pousserai même ma réflexion plus loin en constatant, pour mieux le regretter, la situation délétère de la relation entre le président de la République et son prédécesseur. Imaginons que nous soyons dans le monde de Bisounours, dans un monde idéal où Félix Tshisekedi aurait en toute sincérité comme premier conseiller dans cette guerre Joseph Kabila. Je parle ici d'un monde idéal dans lequel nous ne sommes malheureusement plus. Vous imaginez ce que ça donnerait comme bénéfice à la République? Dans un même esprit, dans un même cœur, l'expérience de l'un et la hargne et la volonté de l'autre. Aujourd'hui, le Rwanda serait plus inquiète encore. Et tout cela, on se prive de cela. Parce que nous ne mettons pas suffisamment en avant l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation. Nous n'en avons qu'une de nation, c'est la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas être à la hauteur du Congo si on n'est à la hauteur que de nos égaux. Ceux qui ont la décision doivent apprendre à transcender cela. Parce que l'échec de notre génération ne sera pas celle de Félix Tshisekedi tout seul. Au fond, dans 100 ans,
si le Congo devait perdre ses frontières actuelles, bien sûr, il y aura le nom du président, mais il y aura surtout le nom d'un peuple inconscient qui se sera fait dominer par un petit peuple contenu dans un territoire de 26 000 km². Alors même qu'ils sont une nation de 2 345 000 km² avec plus de 100 millions d'habitants. Des richesses minières immenses, des ressources minérales immenses, des ressources halieutiques immenses. C'est ça le sens de notre proposition. Je suis un peu voltarien sur ce coup-là, mais je reste convaincu qu'on peut avoir des divergences, défendre des divergences des autres, mais on reste néanmoins congolais. Et il n'y a rien au-dessus du Congo. Il n'y a rien qui doit être au-dessus du Congo pour chacun de nous. La deuxième question, alors je passe à la deuxième question, je parle non, moi je ne parle pas de réformer le gouvernement. Et vous l'avez bien précisé, je parle de réformer le fonctionnement du gouvernement. Vous savez, et nos propositions sont également dans le livre, le gouvernement tel qu'il fonctionne ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil de résultats. Alors qu'effectivement, ce seuil, ce plafond de verre, il doit être percé. Ce gouvernement fonctionne encore sous le modèle de Kengo Adondo. Mais ça, c'était il y a 30 ans, Kengo Adondo. Ça veut dire, texte arrive, commission gouvernementale, commission des lois, ainsi de suite. Ça veut dire, vous avez une décision de mise en œuvre le lundi. Pour que ça arrive à la table du Conseil des ministres, ça va prendre 2 mois. Et ensuite, s'il s'agit d'un document, d'une proposition qui doit être coulée sous forme de loi, ça doit aller à l'Assemblée nationale et ça vous revient l'année prochaine. Alors que vous n'avez que 5 ans d'exercice. Et ça, je parle du président et du gouvernement, parfois c'est 1 an. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a annoncé un remaniement après 6 mois. Bon, alors, ici, dans cette salle, je ne sais pas dans quel pays est-ce que des sous-développés, les choses peuvent évoluer comme ça. Alors, quand je parle de réforme, c'est cela. Je crois que la Première ministre doit un peu plus incarner sa fonction en apportant une vraie réforme dans le fonctionnement du gouvernement. Moi, je veux un gouvernement plus à cheval sur des résultats, moins de communication et de spectacle, plus de résultats, des évaluations permanentes des membres, contraindre l'efficacité et l'efficience dans l'exercice du pouvoir, entamer un véritable choc de simplification, mettre en place des politiques structurelles, mettre en place de vraies politiques structurelles. Vous savez, et ça, c'est le mode de fonctionnement du gouvernement qui détermine ça. La question conjoncturelle sont un luxe pour les pays sous-développés. Je vais vous expliquer. Vous savez, la gouvernance conjoncturelle, c'est l'apanage des pays développés. Pourquoi? Parce que les pays développés ont atteint le niveau de maturité de leur système organisationnel. Donc, la question de la gouvernance, c'est la question du comment, et non plus du quoi. Le système de santé, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon système éducatif? Ils l'ont déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon système de santé? Ils l'ont déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon système de construction des externalités infrastructurelles? Ils l'ont déjà. Donc, l'élection se fait sur des politiques plus ou moins conjoncturelles. C'est, oui, mais maintenant la démographie est en train d'évoluer de telle sorte que les retraites dans le système de répartition ne permet plus l'équilibre entre les gens qui sortent, les gens qui entrent et ceux qu'on doit prendre en charge au niveau de la retraite. Donc c'est comment faire cela? C'est des politiques conjoncturelles. Nous, notre problème n'est pas conjoncturel. Nos problèmes sont structurels. La preuve, il n'y a rien qui marche globalement dans les pays africains, les pays sous-développés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça les pays sous-développés. Donc les politiques publiques, lorsque je parle de réforme de fonctionnement, doivent s'orienter vers la mise en place de programmes structurels. La gratuité de l'enseignement, c'est une vision structurelle. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut plus de programmes de cette nature. Je vois qu'il y a une impulsion également dans le domaine de la santé avec la question de la couverture universelle. Ça, ce sont des réformes structurelles. Donc, il faut travailler, la réforme dont je parle, c'est ça, avec des cibles
de gouvernance sur des points clés qui garantissent à la base l'efficacité du fonctionnement, au milieu la simplification des procédures, à la fin l'échelonnement entre des objectifs ponctuels, conjoncturels, mais qui doivent tous avoir quelque chose à voir avec l'idée de la structure. Quand vous allez en France, en Belgique, partout dans les pays développés, vous allez voir des infrastructures immenses. Et vous allez tout de suite vous rendre compte que ça, on ne fait pas ça en 5 ans. Et tant qu'on ne va pas atteindre ce niveau d'organisation et de fonctionnement de nos gouvernements, on sera dans ce que moi j'appelle la gouvernance du fait accompli. Donc on n'atteindra pas les objectifs qu'on s'assigne dès le départ. On sera dans le cosmétique, mais on ne sera pas dans l'efficacité complète. Merci. Debout Congolais, unis par le sang, unis